Le 16 septembre 2005, une mère découvre le corps sans vie de sa fille, Audrey Joinet, dissimulée sous son lit. Cette scène d'horreur marque le début d'une enquête qui révélera les agissements d'un criminel méthodique et pervers. Mais cette affaire dépasse la simple tragédie criminelle. Elle met en lumière les failles du système judiciaire, les dangers des multirécidivistes, et même l'influence des séries télévisées sur les esprits torturés. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'histoire d'Audrey Joinet, explorer chaque détail de ce drame, et analyser ses implications sur notre société. Audrey Joinet était une jeune femme de 24 ans, étudiante en journalisme, issue d'une famille aimante et stable. Elle rêvait de devenir journaliste et avait déjà commencé à construire sa carrière. Ses amis et sa famille la décrivaient comme une personne souriante, travailleuse et pleine de vie. Elle vivait seule dans un appartement situé dans une résidence tranquille à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne. Rien ne prédisposait cette jeune femme à rencontrer un tel destin. Pourtant, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2005, tout bascula. Ce soir-là, une amie est venue passer la soirée chez elle. Vers minuit, celle-ci repartit, ignorant qu'elle venait de voir Audrey pour la dernière fois. 3 jours plus tard, une autre amie s'inquiéta de ne plus avoir de nouvelles. Elles avaient prévu une journée shopping ensemble, mais Audrey n'avait donné aucun signe de vie. Alertée par cette absence inhabituelle, la famille obtint l'autorisation d'entrer dans son appartement. Les premières observations furent d'art troublantes. Des vêtements éparpillés sur le sol, un téléphone portable branché. Mais pas de traces d'Audrey. Ce n'est qu'en pleine nuit, alors que sa mère dormait dans l'appartement, qu'elle eut une intuition terrifiante. En regardant sous le lit, elle découvrit le corps nu et inanimé de sa fille. Nous prendrons le temps de comprendre pourquoi Audrey a été choisie par son agresseur et comment son mode de vie pourrait avoir influencé les événements. Dès les premières heures, les gendarmes de la section de recherche de Paris intervinrent. Ils constatèrent rapidement que la porte d'entrée n'avait pas été forcée, indiquant que la victime avait probablement ouvert elle-même à son agresseur. L'examen médico-légal révéla des traces de violences extrêmes. Audrey avait été sévèrement battue et étranglée avec une corde à sauter. Les médecins légistes relevèrent également des preuves de violence sexuelle. Cependant, lors des premiers prélèvements, aucune trace biologique n'était apparente sur le corps. Un voisin rapporta avoir entendu un cri de femme vers 4 heures du matin. Selon lui, il aurait mentionné cet événement au gardien de l'immeuble, Jean-Luc Caillez. Or, lorsque les enquêteurs interrogèrent ce dernier, il nia toute connaissance de ce cri, suscitant ainsi les premiers soupçons à son encontre. Les policiers remarquèrent également que Jean-Luc Caillez semblait trop calme et détaché face aux événements. Il n'exprima aucune émotion particulière, ce qui renforça leurs doutes. Dans cette partie, nous examinerons en détail les premières pistes suivies par les enquêteurs, y compris les hypothèses erronées et les témoignages cruciaux qui ont conduit à identifier le principal suspect. Jean-Luc Caillez, âgé de 48 ans à l'époque des faits, était loin d'être un inconnu des services de police. Ancien légionnaire, il avait déjà été condamné 2 fois pour des viols graves. En 1984, il avait purgé 7 ans de prison. Puis en 1991, il avait reçu une peine de 20 ans après avoir attaqué une autre jeune femme. Sorti de prison en 2002 grâce à des remises de peine et aux grâces présidentielles, il avait retrouvé une relative liberté sans aucun suivi psychiatrique obligatoire. Cette omission allait coûter cher à Audrey Joinet. Mais qui était vraiment Jean-Luc Caillez ? Né en 1957, il avait grandi dans une famille modeste. Son parcours militaire semblait prometteur jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans une affaire de violence conjugale. Après cela, il sombra progressivement dans la criminalité, utilisant souvent des méthodes violentes contre des femmes seules. Dans cette section, nous explorerons son passé criminel, ses motivations possibles et les signes avant-coureurs qui auraient pu alerter les autorités sur ses intentions. Mis en garde à vue, Jean-Luc Caillez adopta d'abord une attitude énigmatique. Il finit par avouer spontanément ses antécédents criminels, bien avant que les enquêteurs ne parlent de viol. Ce détail intrigua fortement les policiers, car cela semblait trop calculé. Sous la pression, il finit par craquer.
Dans un aveu glaçant, il raconta comment il avait préparé son crime avec minutie. Le 13 septembre, il s'introduisit chez Audrey, cagoulé et armé d'un fusil à pompe. Menacée, la jeune femme obéit et fut emmenée dans la loge du gardien, où elle resta séquestrée pendant environ 18 heures. Pendant cette période, il la violenta physiquement et sexuellement avant de l'étrangler. Après avoir tué Audrey, il nettoya soigneusement son corps pour effacer toute trace de son passage. Mais ce n'était pas tout. Caillé avoua ensuite une machination particulièrement retorse. Pour brouiller les pistes, il s'était inspiré d'un épisode de la célèbre série NCIS. Quelques semaines avant le meurtre, il avait fouillé dans les poubelles d'une voisine célibataire, espérant trouver un préservatif usagé. Sa recherche porta fruit. Il récupéra un tel objet, dont il préleva le sperme avec une seringue. Après le viol et le meurtre, il injecta ce sperme dans le vagin d'Audrey afin de désorienter les enquêteurs. Une stratégie diabolique qui faillit fonctionner, jusqu'à ce que les analyses d'ADN révèlent que l'échantillon ne correspondait pas au sien. Dans cette partie, nous analyserons les aveux de Caillez, ses motivations psychologiques et les implications morales de ses actes. Le procès de Jean-Luc Caillez se tint devant la cour d'assises de l'Essonne en mai 2008. Durant les audiences, son cynisme frappa tous ceux qui étaient présents. Avec un calme déconcertant, il admit avoir tué Audrey, bien après, la nuit du 13 au 14 septembre, comme si cela minimisait son geste. Face aux preuves accablantes et à ses propres aveux, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Curieusement, il n'a jamais fait appel, peut-être conscient que son sort était scellé. Les témoignages des proches d'Audrey furent déchirants. Sa famille exprima son incompréhension face à la libération anticipée de Caillez et critiqua le manque de suivi médical post-incarcération. Le procureur insista également sur le danger que représentent les multirécidivistes et demanda des mesures plus strictes pour protéger la société. Nous examinerons ici les détails du procès, les arguments présentés par les parties adverses et l'impact émotionnel sur les familles impliquées. L'affaire Audrey Joinet a marqué durablement l'opinion publique. Elle a mis en lumière les failles du système judiciaire français concernant le suivi des criminels sexuels libérés. À l'époque, aucune obligation légale n'existait pour surveiller ces individus après leur sortie de prison. Cette lacune a conduit à l'introduction de la rétention de sûreté en 2008, permettant désormais de maintenir en détention certains détenus jugés encore dangereux après la fin de leur peine. Elle a également montré comment les criminels peuvent utiliser la culture populaire, notamment les séries télévisées, pour élaborer leurs plans. Jean-Luc Caillez est devenu l'un des exemples les plus emblématiques de cette tendance. Mais surtout, cette histoire rappelle combien la vie d'une personne peut être brisée par un seul individu. Audrey Joinet reste aujourd'hui une figure tragique, symbole de la vulnérabilité face à la violence humaine. Dans cette section, nous discuterons des réformes juridiques qui ont suivi l'affaire, des critiques formulées par les experts et des efforts continus pour améliorer la protection des citoyens. L'affaire Audrey Joinet continue de hanter nos mémoires. Chaque détail de cette enquête nous ramène à une réalité brutale. Même dans des lieux censés être sûrs, comme un immeuble tranquille, le danger peut surgir de manière imprévisible. Espérons que des progrès continueront d'être faits pour protéger les innocents et empêcher de telles tragédies à l'avenir.